Salut à tous et à toutes, c'est iPhone Retro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 7 de notre série sur Ionic. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder pour la première fois la partie native de notre application hybride. Dans les épisodes précédents, nous nous sommes uniquement attardés sur la partie traitement et affichage des données. Cependant, vous l'aurez compris, le but d'une application mobile, que ce soit sur Android, iOS ou Windows Phone, c'est d'utiliser au moins une fois un composant natif de cet appareil. Alors bien entendu, cela dépend des applications, mais il existe beaucoup d'exemples, comme par exemple l'appareil photo, pour prendre une photo directement depuis son appareil, donc via une application, utiliser 3D Touch, ou alors directement récupérer les données de l'application santé, ou encore la géolocalisation par exemple. Dans cet épisode 7, il sera question de stockage. En effet, nous verrons deux moyens de pouvoir stocker des données de façon permanente au sein de notre application. Le but ultime est donc de sauvegarder une quelconque donnée, que ce soit un prénom, un âge ou pourquoi pas un chiffre, au sein de la mémoire interne du téléphone pour pouvoir l'utiliser plus tard. En disant plus tard, je parle bien entendu de supprimer l'application du multitâche puis la réouvrir après, ou encore redémarrer votre téléphone. La donnée sera toujours présente et vous pourrez donc l'exploiter. Ainsi, comme je l'ai précisé juste avant que l'on commence, nous allons voir deux façons de pouvoir sauvegarder. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on va voir deux façons? Pourquoi il n'y en aurait pas qu'une? La toute première façon, ça va être d'utiliser le Native Storage. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est le fait d'enregistrer dans les préférences de votre téléphone. Ce moyen de stockage est réputé pour être très simple, rapide et concret. Cependant, le seul petit désavantage qu'on peut lui noter, c'est qu'on ne peut pas sauvegarder de très grosses données. Ainsi donc nous verrons celui-ci en premier qui permettra donc de sauvegarder des variables comme je l'ai précisé, une string, un chiffre ou pourquoi pas une valeur booléenne très facilement et très rapidement. Et puis enfin en seconde partie de la vidéo nous nous intéresserons plus à SQLite qui permettra de stocker des données beaucoup plus concises et de façon beaucoup plus ordonnée. Ainsi privilégiez l'utilisation de SQLite si vous avez des données qui sont structurées, qui nécessitent des relations par exemple. L'introduction étant faite, je vous propose de passer par la première étape, à savoir le Native Storage. Bien entendu, comme à chaque épisode, je vous invite à créer un nouveau projet. Dans mon cas, j'ai utilisé Tabs en tant que template, ça me permettra de changer entre le Native Storage et SQLite, comme ça j'ai pas besoin de créer un autre projet à chaque fois, donc je vous invite à faire la même ou alors l'intégrer directement à votre application. Dernière petite chose avant de commencer, vu que nous allons travailler sur des technologies natives, nous allons avoir besoin bien entendu soit d'un appareil réel ou alors d'un simulateur, donc n'hésitez pas à revenir dans l'épisode 1 où je vous montrais comment tout configurer si vous travaillez uniquement avec le navigateur et avec Ionic Serve. Ainsi je vous invite à saisir la commande qui suit, Ionic espace run espace la plateforme, ça peut être iOS ou Android. Je vous rappelle toutefois que si vous êtes sur macOS, vous pouvez run sur Android et iOS. En revanche, si vous êtes sur Linux ou Windows, vous pourrez faire que sur Android. Si tout s'est bien déroulé, vous devrez normalement voir votre simulateur apparaître et naviguer dans l'application librement. La première chose à faire pour commencer à coder directement avec notre Native Storage, nous allons installer un plugin. Quand vous développez une application hybride, chaque technologie native que vous allez utiliser est séparée dans un plugin spécifique. Ainsi, si je veux utiliser la localisation, la mémoire, ouvrir l'appareil photo ou autre, je serai obligé d'utiliser le plugin spécifique à cette technologie. Alors pourquoi ce système de plugin? Eh bien tout simplement pour ne pas surcharger les applications inutilement. En effet, dans mon cas présent, je n'ai vraiment pas besoin de la géolocalisation, du gyroscope ou alors du SDK Facebook. Ça me sert à rien, ça surcharge inutilement. En revanche, la porte reste ouverte. Si plus tard j'ai envie d'intégrer le SDK Facebook pour quelconque raison, je pourrais le faire très facilement. Retournons maintenant à notre projet et nous allons donc installer le plugin en rapport avec le Native Storage. Donc je me rends sur la documentation et je recopie tout simplement la première ligne en faisant attention de ne pas recopier le $. Je la copie-colle une première fois. Une fois que vous voyez que le plugin a été sauvegardé dans le fichier config.xml, nous allons pouvoir copier la seconde ligne. Hop, je la copie-colle et je la mets au même endroit. Alors si vous avez comme moi en rouge Unmeet Per Dependency, rassurez-vous, c'est juste qu'en fait la version de Native Storage n'est pas totalement compatible avec la dernière version de Ionic, qui est la version 3 à l'heure actuelle. Rassurez-vous cependant, il est très fort probable que ça fonctionne à 100%. On n'a juste pas la validation officielle par les développeurs de Ionic que c'est compatible avec cette version-ci de Ionic. Il suffira de patienter quelques jours, voire quelques petites semaines, histoire que les développeurs mettent à jour le plugin et assurent la totale compatibilité. Maintenant que le plugin est correctement installé, je vous invite à lancer une nouvelle fois une compilation depuis votre émulateur pour vérifier que tout fonctionne bien et que l'application se lance. Comme vous avez pu le voir, j'ai procédé à 2-3 petites modifications au niveau de l'apparence de l'application pour que ça soit plus simple pour nous, Native Storage et SQLite.
Vous pourrez retrouver le projet directement dans les sources en bas de la description de la vidéo si vous avez la flemme et que vous avez envie de repartir sur un projet propre. Et puis en revanche, si vous n'êtes pas super à l'aise, je vous encourage fortement à le faire de vous-même, ça permettra d'avoir ce genre de compétences complètement acquises. Bien, maintenant que ça c'est fait, nous allons maintenant commencer à réellement utiliser Native Storage. Donc nous allons descendre dans Usage et nous allons suivre pas à pas ce qu'il nous propose. Alors première chose à faire, premièrement, c'est déjà d'importer notre librairie. Alors on va copier-coller cette première ligne et on va la mettre directement dans notre page nativestorage.ts tout en haut. Alors moi ce que je vous propose de faire et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de rajouter voilà comme ceci par exemple que c'est du native. Donc je vais mettre native components comme ceci. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé de le faire, ça permet de structurer un petit peu plus la page et votre code. Maintenant que nous avons importé la librairie, nous allons maintenant instancier l'objet qui en découle. Alors pour cela, on va aller dans le constructeur, on va rajouter une virgule et on va copier-coller ce qui avait exactement la même chose juste avant, à savoir private, vu que c'est un attribut qui est privé de cette classe précisément, le nom que vous lui donnez, vous pouvez le changer comme bon vous semble, et enfin son type qui est exactement le même que l'importation qu'on a fait juste au-dessus. Alors si on descend maintenant en dessous dans la documentation, on y retrouve deux méthodes, qui est setItem et getItem. Le tout premier permet de enregistrer dans la mémoire un item, donc un objet qui est celui-ci précisément. Je vous avais déjà parlé des objets dans un cours précédent, qui va avoir l'étiquette de MyItem. Exactement la même chose pour getItem, on va récupérer l'objet qui a l'étiquette MyItem. Ce qu'on va faire les amis, c'est quelque chose d'extrêmement simple, on va sauvegarder notre carte d'identité, à savoir mon nom, mon prénom et mon âge, pour pouvoir le récupérer plus tard dès que je relancerai l'application. Ainsi pour cela, je vais tout simplement recopier la toute première méthode, et je vais déclarer une nouvelle méthode de mon côté également, que je vais appeler store identity. Voilà, comme ceci. Hop, on va préciser que c'est de type void, ça ne va absolument rien retourner, ça va juste enregistrer dans la mémoire. Je vais ensuite copier-coller bien la même chose que j'avais dans mon presse-papier, donc on va remodifier un petit peu l'indentation pour que ça soit propre. Alors il nous faudra déjà premièrement les variables. Alors les variables, on va les définir juste au-dessus, on l'avait déjà fait un petit peu avant. Donc on va mettre par exemple le name qui sera de type string, on aura le surname qui sera également de type string, et enfin l'âge, donc on va mettre years et qui sera de type number. Excusez-moi pour mon accent anglais, à chaque fois c'est toujours la même chose, il n'a pas évolué bien entendu. Bon super, on a nos trois variables, on va maintenant les assigner. Donc ici on va modifier le tag, je vous rappelle c'est une sorte de tiroir, c'est l'étiquette qu'on a sur notre tiroir. On ne veut pas l'appeler MyItem, c'est trop vague, on veut quelque chose d'un petit peu plus percutant, quelque chose où on sait vraiment ce que c'est. Ainsi je vous propose MyIdentityCard, donc on va mettre IdentityCard comme ceci, et on sauvegarde. Ok super, on a bien défini l'étiquette du casier, MyIdentityCard, c'est explicite, c'est nickel. On va maintenant passer à la définition de l'objet. Alors ici on va modifier, on va faire ça un petit peu plus classe et plus sympa pour qu'on ait plus de visibilité. Voilà, on va revenir un petit peu à la ligne. Donc dans notre objet, on aura trois valeurs, donc qui seront exactement les mêmes, à savoir name. En tant que valeur, je vais mettre this.name, je vous rappelle que c'est un attribut de classe. On fait exactement la même chose avec surname, qu'on va renommer ici. On va mettre this.surname, voilà. Virgule, on va mettre years aussi, deux points. Et cette fois-ci, on va mettre this.years tout simplement. Bon, sur ce point, c'est parfait. Normalement, dès que je vais exécuter store identity, je vais pouvoir sauvegarder mes variables. Ok, super. Le seul petit problème que j'ai actuellement, c'est que mes variables name, surname et years, elles sont définies en haut, cependant, elles n'ont aucune valeur. Alors, pour remédier à ça, eh bien, on va faire un formulaire. Alors, eh bien, écoutez, on va retourner dans le native storage.html et on va y rajouter directement nos petits formulaires, nos yoInput qu'on va retrouver dans la documentation. Voilà, je suis allé donc les chercher dans la doc et donc j'ai mis le name, le surname, le years et puis également, pourquoi pas, un bouton pour pouvoir, quand je vais toucher celui-ci, enregistrer ma carte. À ces yoInput, je vais devoir y greffer un ngModel. Rappelez-vous ce que je vous avais dit dans le cours précédent. Donc je vais mettre ngModel et je vais modéliser justement ma donnée qui le représente, ce input. Donc c'est name tout simplement et je vais recopier la même chose pour les autres. Voilà, comme ceci. On va mettre ici, hop, on ferme les guillemets. Ici c'est surname et pour l'autre c'est years tout simplement. Une fois que j'ai modélisé mon formulaire, je vais devoir ajouter le lien pour le valider. Alors je vais rajouter directement à la fin de mon button tap égale. Alors vous pouvez mettre aussi click. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que click est mieux, tap est plus spécialisé dans Ionic, c'est Ionic qui l'a rajouté. Je vous conseille de l'utiliser, j'ai eu 2-3 petits problèmes avec click, donc voilà, préférez l'utiliser.
Donc vous allez mettre ensuite ici eh bien, la méthode de votre formulaire, hein, justement pour enregistrer ce dernier. Donc pour moi c'est Store Identity. Hop, je vais le rajouter là avec les deux parenthèses et voilà. Bon, à partir de ce moment-là, tout devrait fonctionner. Si au moins vous avez pris un petit peu d'avance et que vous avez testé, vous êtes en train de vous dire mais tu dis n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Alors c'est très fort probable et j'aimerais qu'on l'étudie ensemble via justement en le testant pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors la première fois que j'exécute avec un Ionic Serve, je tombe sur cette erreur qui me dit que je n'ai pas un membre appelé Ionic Native Plugin qui est exporté. Donc c'est une erreur qui est globalement assez connue sur Ionic Storage, surtout pour les versions assez récentes. Donc je vous propose de vous rendre dans la description de la vidéo, je vous mettrai les commandes pour pouvoir le débloquer. Donc c'est une personne qui l'a mis directement, donc on va faire exactement ce qu'elle nous dit. Donc npm uninstall pour installer justement le plugin et puis enfin pour installer la dernière version du package et on installe. Une fois l'installation terminée, on va relancer, on va à nouveau tomber sur une erreur. Décidément il nous en veut. Alors cette fois-ci par contre c'est notre faute, on a en effet pas mis le provider. Alors ce genre d'erreur j'étais réellement obligé de vous la présenter car vous allez tomber dessus très souvent. En effet, à chaque fois que vous allez installer un plugin, vous êtes obligé de mettre un provider. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un provider? Eh bien parce qu'en fait notre plugin est un service. Si vous vous rappelez l'épisode précédent qui a été l'épisode 6, j'ai créé donc un service moi-même et j'ai dû également le mettre en tant que provider pour dire à mon application que j'allais l'utiliser. Et bien c'est exactement la même chose ici. En effet, je vais revenir récupérer le import native storage que j'ai mis directement dans ma page liée et je vais aller dans le app.module pour lui dire qu'attention, je vais utiliser ce service-là plus tard dans mon application. Si vous vous rappelez bien de l'erreur, on m'a dit que je n'avais pas de provider pour le native storage. Donc écoutez, on va faire exactement ce qu'il nous demande. Donc on va descendre juste en dessous et là on voit provider avec plusieurs services justement qui sont positionnés ici. Et pour corriger cette infâme erreur, il nous suffit juste de le rajouter juste après par exemple splash screen ou status bar comme vous voulez et vous sauvegardez. Et maintenant que je retourne dans mon Ionic Serve, je peux directement rajouter ce que je veux, voilà, mon prénom, mon nom, mon âge, et je peux cliquer sur Save My Card. Alors là peut-être vous êtes en train de vous dire, mais Dimitri tu te fous un petit peu de nous, tu nous as dit au début qu'on devait lancer un émulateur spécifique justement pour le natif, et là on est en train de travailler sur le navigateur. Alors vous avez partiellement raison, mais il faut savoir que l'émulateur est présent uniquement quand je vais exécuter du code natif. Et là pour le moment je n'ai pas exécuté de code natif, à part ce qu'on va voir juste après, et c'est quand je vais appuyer sur Save My Card que je vais cette fois-ci essayer d'aller stocker dans les mémoires du téléphone qui est du natif. Alors écoutez, on va faire un test parce qu'on est un petit peu rebelle dans l'âme, donc on va appuyer sur Save My Card et là qu'est-ce qu'on voit sur le côté? Qu'on a bien apparemment qu'il a essayé d'appeler Native Storage Item. Par contre Cordova, par contre Cordova, donc qui est le cœur de notre application, qui permet de faire le lien, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 1, avec l'interface web et le natif de l'appareil, et bien donc le moteur Cordova, il est non disponible, et il nous demande bien de vérifier si Cordova JS est bien mis dans notre projet, donc ça c'est vraiment le cas, je vous l'assure, ou alors de run directement dans un device ou un simulateur, donc dans un appareil réel ou un simulateur qu'on a lancé. Et donc on a une erreur, oula pardon, je me trompe décidément avec ma souris, et donc on a une erreur comme quoi eh bien, il n'a pas réussi à stocker nos données. Et puis comme on peut le voir juste au-dessus également, il y a eu 2 fois où il a essayé d'appeler du natif, Splash Screen qui permet de lancer l'écran de lancement d'une application sur iOS par exemple ou sur Android, mais également aussi Status Bar pour pouvoir mettre en place la Status Bar sur iOS. Alors je sais pas si sur Android ça le fait aussi, mais voilà, ce sont également des composants natifs qui ont été appelés à la manière de 2 au tout début. Bon super, on a compris maintenant comment ça fonctionnait, cependant j'aimerais bien que mon projet fonctionne, donc je vais le run directement dans un émulateur, donc celui qu'on a lancé juste avant avec un Ionic Run iOS ou Android, ou alors directement depuis votre appareil, vous avez juste à rajouter "device" et en le branchant bien entendu à votre ordinateur. Ok, donc là ce que je vais faire c'est que je vais renseigner mes données et je vais faire Save My Card. Donc cette fois-ci on n'a pas eu d'erreur comme vous avez pu le constater et théoriquement mes données devraient être sauvegardées. J'ai oublié de le préciser mais bien entendu libre à vous de rajouter des petits effets comme par exemple ceci. Alors c'est une alerte très classique, je vous encourage encore une fois à aller dans la documentation. Tout est marqué ici, vous avez juste à faire un copier-coller, donc alerte contrôleur, vous le mettez en tant qu'instanciation dans le constructeur et puis enfin vous le mettez dans le Zen. J'ai rajouté 2 petits crochets et j'ai copié-collé tout simplement le alerte en remplaçant bien entendu les valeurs. Maintenant qu'on vient de sauvegarder des données, ça serait intéressant de pouvoir les lire et surtout les afficher dans l'application. Pour cela ça va être encore plus simple, je vais récupérer la deuxième méthode qui est ici. Je vais rajouter une deuxième méthode que je vais appeler getMyName, voilà comme ceci, hop, je vais mettre ça en tant que void, c'est toujours préférable de typer vos méthodes,
Ici je vais y copier-coller ce que j'ai récupéré tout en faisant attention à l'indentation et en modifiant bien entendu et en faisant très attention à modifier cela. Donc le get item, je vais mettre le même tiroir pour aller récupérer les mêmes informations que j'ai stockées précédemment. Maintenant que ça c'est fait, je vais ouvrir un petit peu mieux mon data pour pouvoir y faire plus de choses, hein, sinon c'est qu'une seule ligne, c'est assez embêtant. Et là je vais aller récupérer tout simplement mes données et les assigner. Donc je vais assigner directement thisName qui se trouve dans data.name. Voilà, c'est un objet, je vous le rappelle encore une fois. This.surname, voilà, égale data.surname, etc. pour le suivant. Ok, ma méthode est prête, il me suffit maintenant de l'utiliser donc via un bouton. On va rajouter un second petit button juste en dessous, où j'ai oublié d'ailleurs le nom, voilà c'est getMyName. Hop, on va le mettre ici. Là, on va mettre directement What's my name? Voilà, point d'interrogation, et c'est fini. Voilà, l'application vient de se relancer. Pour vous prouver que je vous dis pas des sornettes, on va supprimer l'application du multitâche, on va relancer l'application. Et donc cette fois-ci, on va pouvoir tester directement What's my name, et là j'ai mes données que j'ai sauvegardées précédemment. Vous pouvez tester plusieurs fois de changer votre nom, votre âge, etc. Par exemple ici, je vais mettre n'importe quoi. Je sauvegarde à nouveau la carte, nice, je supprime mon application du multitâche. Pour les personnes qui se demandent d'ailleurs, sur Mac pour lancer le multitâche, c'est Command Shift et H. Vous sauvegardez ça, hop, on enlève, et cette fois-ci on va faire What's my name, et j'ai bien les toutes dernières informations que j'ai saisies précédemment. Et bien voilà, c'est désormais la fin de cet épisode sur le Native Storage sur Ionic. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans l'épisode 8 où on verra tous les moindres détails de SQLite, à quoi ça sert et pourquoi l'utiliser. Pour ne rien vous cacher, je me suis même pas rendu compte que ça faisait déjà 17 minutes qu'on était dans cet épisode. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de le scinder dans l'épisode 8. J'en suis désolé s'il y avait des personnes qui s'y attendaient lors de cet épisode-là. Cependant, ça sera pour le prochain, c'est promis. Juste avant de finir cette vidéo, je tenais énormément à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Ça fait super plaisir de voir que des gens suivent cette série et surtout apprécient comment j'explique les choses. Ça fait vraiment plaisir et je vous remercie énormément. Et juste une toute petite dernière chose les amis, j'aimerais que vous répondiez à deux petites questions dans l'espace commentaire. La première question est extrêmement simple, est-ce que vous préférez les épisodes assez courts, moyens ou longs? Alors moyen c'est l'épisode actuellement, c'est-à-dire dans les 17-18 minutes. Long ça sera plus dans les 35-40 minutes. Et puis rapide ça sera dans les 10 minutes, voire un peu moins. Et puis pour finir, une toute petite dernière question et après promis je vous laisse. C'est tout simplement à propos de l'ambiance sonore, j'aimerais savoir si la musique de fond vous plaît ou non. Alors dites-moi simplement dans les commentaires si vous voulez que je l'enlève, que je l'augmente, que je la baisse en volume, ou alors que je la laisse tout simplement. Sur ce, c'était iPhone Retro, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très prochainement, allez ciao tout le monde.